Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur Océan FM 98.7 pour suivre votre émission Océan Politique. Océan Politique est une émission qui reçoit les acteurs politiques et de la société civile tous les dimanches de 13h à 14h. L'émission traite exclusivement les faits saillants de l'actualité politique nationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ibrahima Traoré. Bonjour, M. Traoré. Bonjour, M. Diouf. Alors, qui est M. Traoré? On va passer à la présentation de l'invité. M. Traoré est un professeur diplômé du CESAC en administration et gestion. Vous confirmez? Oui, je confirme, M. Abdou Diouf. Ok. Vous avez quelque chose à rajouter sur cette brève présentation? Oui, M. Diouf, je suis honoré. À la fois, c'est un bonheur et un honneur pour moi de revenir parce que je crois que je suis passé dans cette grande émission politique hebdomadaire Océan Politique. Tout à fait. C'est un bonheur et un honneur pour moi de revenir donc dans l'émission Océan Politique. Je vais ajouter simplement à cette présentation, avant mon passage au CESAC, pour être couronné par un diplôme en administration et gestion. J'ai été professeur de lettres modernes pendant un quart de siècle, pendant 25 ans dans les lycées et collèges. Métier que j'ai exercé avec beaucoup de passion, mais aussi avec beaucoup d'amour. Parce que pour être enseignant, il faut faire preuve de générosité. Et on apprend quand on est enseignant du berceau au tombeau. Donc le métier d'enseignant, c'est un métier auquel je tiens. C'est un métier qui m'a forgé et qui m'a formé pendant 25 ans d'exercice. Merci beaucoup. Merci, professeur. Et je rappelle également que vous étiez mon professeur au CECI également, n'est-ce pas? Alors, le président de la République appelle à la modernisation rapide de l'administration publique au Sénégal. Est-ce que cette administration est toujours figée dans des schémas hérités de la colonisation si aujourd'hui on parle de réforme? Voilà, je crois que c'est une question à laquelle je vais répondre avec beaucoup de plaisir. Parce que moi-même, je suis le produit de cette administration. Dans la présentation, je viens de vous dire que j'ai servi cette administration et je continue de la servir pendant 25 ans en tant que professeur de lettres modernes. C'est récemment que j'ai été muté dans l'administration à l'École nationale de formation hôtelière et touristique comme directeur des études et des stages. L'administration sénégalaise est un grand corps malade. Je crois que tout le monde a fait le constat parce que nous sommes tous à la fois des usagers, mais aussi des serviteurs de cette administration. Si on analyse du point de vue des usagers, les usagers sont confrontés à beaucoup de maux, tels que les lenteurs administratives, à d'autres maux tels que le manque de modernité de cette administration. Si on peut prendre l'exemple de l'état civil. Pendant très longtemps, on nous a fait penser à l'idée d'un état civil où on aurait un fichier unique. On a vu des candidats, des étudiants rater leur concours à cause des lenteurs dans la délivrance d'un papier d'état civil. Je crois que cette administration souffre de son manque de modernité et des lenteurs nombreuses. Donc si on parle aujourd'hui de modernisation, je crois que cette question est venue à son heure. Et vous avez parlé de lenteurs administratives, mais en dehors des lenteurs administratives, il y a également beaucoup de magouilles, d'informels dans cette administration-là. Voilà, donc parmi les mots informelles, je voulais dire. Voilà, parmi les mots de cette administration, on a touché du doigt un mal très 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 profond, le mal des lenteurs administratives. Mais l'autre mal, c'est la corruption. C'est vrai que ce serait vraiment manquer de respect à certains grands serviteurs de l'État que de généraliser, mais quand même, il y a des nids, des poches de corruption dans cette administration. Donc c'est pourquoi quand le gouvernement actuel vraiment a eu l'idée génieuse en tout cas de parler d'une réflexion profonde de cette administration pour la moderniser, mais aussi pour la sortir de certains mots comme les lenteurs et la corruption, je crois que c'est une problématique qui mérite d'être... c'est venu à son heure en tout cas. Un secteur parapublic hyper
hypertrophiée et des services publics complexes et coûteux. Peut-on s'attendre à des difficultés historiques où les habitudes enracinées vont contraindre ou bien vont venir en appoint ou bien même vont rendre difficile cette réforme-là? Oui, je crois que qui dit réforme dit changement. Le changement ou les changements se font toujours dans la douleur, parce que les changements, qui dit changement dit volonté de rompre avec les vieilles habitudes, volonté de rompre avec certains avantages, mais ces avantages profitent à des minorités. La grande majorité qui sont les usagers de l'administration, je crois que ça ne les profite pas. Et il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de volonté pour parvenir vraiment à combattre ces maux qui gangrènent l'administration sénégalaise depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Ces maux qu'on a cessé de citer et qu'on a cités tout au début et qui ont pour nom lenteur et corruption. Je crois que ces deux mots, en tout cas, résument un peu. Et puis le clientélisme politique. Tout à fait. Parce que qui dit administration dit recrutement. Il faut voir véritablement ce qui a fait qu'au début, en tout cas de la prise de pouvoir de l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, on a beaucoup entendu le mot appel à candidature. Tout à fait. Et qui dit appel à candidature dit égalité de chance devant des citoyens, devant les offres publiques de l'État. Donc je crois que le critère qui doit primer au moment de recruter le Sénégalais, ce n'est pas sa carte de membre d'un parti politique, mais ce sont ses compétences professionnelles, ce sont ses valeurs éthiques et professionnelles qui doivent primer dans le choix. Et je crois que ce mal-là aussi, je crois que pendant ces assises qui ont commencé depuis hier, les mots qui vont être combattus, le clientélisme politique au niveau du recrutement aussi va être un mal qui va être combattu, pour que désormais, chaque fois qu'on a besoin d'un Sénégalais à un poste, que le critère qui vaille ne soit pas le critère politique, mais simplement ses compétences professionnelles et éthiques. Tout à fait. Alors, le monde bouge, le monde évolue. Nous sommes dans l'ère numérique également. Ça va jouer, l'ère numérique va jouer un rôle important pour ce changement-là, parce qu'on a besoin de ce changement-là pour être en conformité avec les réalités actuelles du monde. Oui, je crois que l'intégration du numérique dans une administration moderne, c'est de la mer qui passe. Et la mer, on ne peut pas l'arrêter avec ses bras. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le numérique est incontournable. Au lieu d'être un mal, je crois que le numérique vient comme un plus. Le numérique vient apporter vraiment un bouffée d'oxygène. Parce qu'on parle déjà de lenteur. Et le numérique ne fait qu'apporter plus de rapidité, plus d'efficience et d'efficacité aux services publics et parapublics. Donc je crois que l'État a pris la pleine mesure de l'importance du numérique, aussi bien dans les lycées et collèges, dans les universités. L'État a compris que le citoyen moderne doit être celui qui maîtrise le numérique pour être un citoyen vraiment moderne et un citoyen efficace qui puisse rendre service à son État. Tout à fait. Merci pour cette question. Parlons de toute autre chose maintenant. Alors, l'affaire qui défraie la chronique, l'affaire Mohamed Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom. Alors, le garde des Sceaux, Ousmane Diagne, est revenu sur l'affaire impliquant le député Farba Ngom, soulignant la stricte conformité de la procédure avec la loi sénégalaise. Il précise que cette affaire trouve son origine dans un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF. Alors, est-ce ce rapport concernant des soupçons de blanchiment de capitaux a été directement transmis au procureur de la République? Ma question, est-ce que maintenant ce dossier ne doit pas être éclairé pour que justice soit rendue au nom des Sénégalais? Oui, je crois que la sortie du ministre de l'Intérieur hier, tout le monde a été au courant. Il précise que ce n'est pas l'autorité politique n'est pas en train de dicter sa loi à la justice et que la justice marche à son rythme. Mais quel que soit le cas, moi je crois qu'aujourd'hui, la séparation des pouvoirs est un principe, en tout cas, dont on ne doute pas au Sénégal. Il faut simplement faire de telle sorte qu'on laisse la justice marcher, parce que le temps de la justice est différent du temps du politique.
bien qu'il soit le ministre de la Justice, jusque-là, on n'a pas vu les politiques ou la chose politique insérer ou interférer dans la marche de la justice. Mais le principe qui fait marcher la machine judiciaire, c'est le principe de la reddition des comptes. Et je crois que chaque Sénégalais soucieux aujourd'hui des deniers publics du Sénégal, chaque Sénégalais soucieux de la bonne marche de ce pays, partage parfaitement ce principe élémentaire en démocratie, le principe de la reddition des comptes. Et je crois que c'est au nom de ce principe que la machine judiciaire s'est mise en marche. Et jusque-là, on a confiance en notre justice. Et je crois que cette justice qui a pendant longtemps, en tout cas, géré des dossiers aussi sensibles ou plus sensibles, cette justice va être à la hauteur d'éclairer la lanterne des Sénégalais pour que ce principe élémentaire de notre démocratie continue à exister, le principe de la reddition des comptes, au nom du citoyen sénégalais, mais au nom de l'intérêt du peuple sénégalais, parce que chaque centime dépensé par un citoyen sénégalais doit être vraiment expliqué sur l'utilisation. Le citoyen doit être éclairé sur l'utilisation de cet argent-là, et je crois qu'au nom du principe de la reddition des comptes. Et n'est-ce pas, il fallait vraiment faire cette sortie-là, parce que on a déjà commencé à pointer du doigt le Premier ministre Ousmane Sonko en disant que c'est lui qui souffle le chaud et le froid dans cette affaire-là. Oui, je crois que ceux qui soupçonnent peut-être le Premier ministre d'interférer dans la marche de la justice, il part du contexte électoral. Je crois que certains aimeraient à citer les propos du Premier ministre qui aurait dit pendant la campagne que ce serait la dernière campagne électorale de la personne concernée aujourd'hui par cette affaire judiciaire, à savoir Mohamed Ngom sous le nom de Farba Ngom. Donc, leur principe, c'est de dire que puisque le Premier ministre avait dit dans le contexte, mais je crois que aussi, il faut toujours mettre les propos dans leur contexte. Moi, je crois qu'un Premier ministre qui bat campagne, il ne bat pas campagne en tant que Premier ministre, il bat campagne en tant que chef de parti, il bat campagne en tant que leader politique. Une fois qu'on sort ses propos de ces contextes et qu'on lui donne maintenant la casquette de Premier ministre, là, il est chef de gouvernement. Je crois que ces propos, on ne peut pas les analyser à la lumière d'un chef de gouvernement. Parce qu'il ne l'a tenu pas en tant que chef de gouvernement, c'est des propos qui ont été tenus en tant que leader d'un parti politique. Et c'est comme ça qu'il faut analyser ces propos-là. Donc jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on peut avoir foi en notre justice, jusqu'à preuve du contraire, que ce n'est pas une justice qui est aux ordres des autorités politiques. Mais vous voulez dire en période de campagne électorale, tout est permis, qu'on soit membre du gouvernement ou bien non membre du gouvernement? Non, je ne suis pas en train de dire que tous les coups sont permis pendant les campagnes électorales. J'ai dit que pour analyser les propos de quelqu'un, il ne faut pas les sortir de son contexte. C'est-à-dire que les paroles qui ont été tenues pendant la campagne électorale, moi, je ne les vois pas sortir de la bouche d'un Premier ministre. C'est la même personne, mais ce n'est pas les mêmes responsabilités. Peut-être que ces propos ont été prononcés en tant que leader politique. Maintenant, sorti de leur contexte, il ne peut pas avoir la même signification qu'aujourd'hui quand il porte la casquette d'un Premier ministre chef de gouvernement. Donc, ces propos ne peuvent pas, en tout cas, autoriser à penser que le Premier ministre est celui qui a la main invisible derrière, qui est en train de manipuler la machine judiciaire. C'est ça que je suis en train de dire. Et ça, c'est clair. Alors, le garde des Sceaux, Ousmane Diagne, ministre Ousmane Diagne, confirme l'autorité que je présente n'a absolument rien à y voir au terme de la loi de 2004 sur le blanchiment de capitaux. Alors, le procureur de la République a l'obligation légale de saisir le juge d'instruction. Alors, en contrepartie, les avocats de Farba Ngom ont indiqué que cette procédure de levée, malgré la déclaration du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alors,
que cette procédure de levée de l'immunité parlementaire illégale s'accompagne d'une tentative d'asphyxie financière, foncière et fiscale à l'encontre du responsable apériste de Madame Farba Ngom. N'est-ce pas, c'est de bonne guerre? Qu'en dites-vous? Voilà. Je crois que la sortie du ministre de la Justice garde des Sceaux hier est encore récente. Ses propos sont encore récents dans les oreilles. Il l'a même répété ce matin à l'Assemblée nationale. Voilà, sont encore récents dans les oreilles des citoyens sénégalais. Mais moi, je crois que la procédure, quand même, jusque-là, on peut prêter au gouvernement, particulièrement au ministre de la Justice garde des Sceaux, sa neutralité. On peut accepter le principe de sa neutralité si on part l'élément déclencheur l'élément qui a déclenché la machine judiciaire, comme vous l'avez dit dans votre introduction, M. Abdou Diouf. Donc c'est une information donnée par le CENTIF. Donc c'est à partir de cette information à caractère financier que la machine judiciaire s'est mise en marche. Excuse-moi. Donc si on part de ce postulat-là, jusque-là, on peut en tout cas prêter bonne foi aux propos du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice garde des Sceaux, parce que l'information qui a déclenché la machine judiciaire n'est pas venue de son ministère, ni de lui, de sa personne, mais c'est une information à caractère financier qui vient de douter on peut en tout cas accepter la neutralité du ministre de la Justice garde des Sceaux. Tout à fait. Alors, le député, je rappelle que le député Farba Ngom a 3 entreprises, la SC Habab, la SP Sucre et la SCP Tidjania qui fait l'objet d'une enquête fiscale. Est-ce que cet exemple de Farba Senghor qui fait le tollé présentement ne démontre pas que toujours il y a autant d'entreprises qui ne payaient pas leur impôt? Oui, moi je crois que la loi, elle doit avoir une portée impersonnelle et générale. La loi doit s'appliquer à tout le monde et de manière générale, sans cibler personne. Moi je crois que au-delà de la personne de Farba Ngom, je crois que nous devons aujourd'hui, l'État sénégalais doit réfléchir sur sa politique fiscale. Sinon, si la fiscalité est brandie de temps en temps, ou en tout cas si les entrepreneurs sont interpellés de temps à autre, et surtout au moment où ils sont en difficulté, ils peuvent penser à tort ou à raison que la fiscalité est utilisée comme une arme politique contre eux, à tort ou à raison. Moi, je crois qu'aujourd'hui, notre politique... C'est même ce qui se dit présentement. Voilà, notre politique fiscale, notre, en tout cas, administration fiscale, doit être une administration de tous les jours et non pas une administration qu'on entend que quand il y a, en tout cas, souvent des malentendus entre acteurs politiques. Donc, il faut que notre administration fiscale soit en tout cas une administration de tous les jours, une administration qui va redonner confiance aux citoyens pour ne pas faire croire à tort ou à raison que l'administration fiscale est une arme politique au service des adversaires politiques. Bien que moi, je n'ai aucun doute, j'ai toujours confiance en notre administration fiscale, mais il faut que dans sa démarche de tous les jours, que notre administration fiscale soit une administration de tous les jours et non qu'une administration de circonstances, entre guillemets. Sinon, vraiment, on peut penser qu'elle est là pour être utilisée comme étant une machine, une arme contre les adversaires politiques. Voilà. Alors maintenant c'est acté, M. Traoré. Alors son immunité est levée. Alors il va répondre à la justice. Alors qu'est-ce qu'on attend de la justice? On attend de la justice qu'elle dise le droit. On attend de la justice que le droit de la défense soit respecté. Ça c'est un principe élémentaire. On attend de notre justice qu'elle serve une leçon au-delà de la personne de Farba Ngom, qu'elle serve une leçon à nous tous citoyens sénégalais, que chaque fois qu'on confie à quelqu'un des responsabilités, ces responsabilités sont accompagnées de moyens. Mais ces moyens, c'est pour mieux servir l'État, mais ce n'est pas pour se servir de l'État. C'est ça qu'on attend de notre justice. Que la justice dise le droit, que la justice respecte le droit de la défense,
mais que la justice soit sans faiblesse et qu'elle puisse servir une leçon au-delà de la personne ciblée, que la justice puisse servir une leçon à tous les Sénégalais, que chaque fois qu'on confie des responsabilités et des moyens à quelqu'un, ces moyens, c'est pour rendre service à l'État, ce n'est pas pour se servir de l'État. C'est ça qu'on attend de notre justice, que la leçon soit bien dite et que le droit soit dit et bien dit, et qu'au-delà de la personne ciblée, que tous les citoyens sénégalais comprennent que dorénavant, chaque fois qu'on confie des responsabilités et des moyens à quelqu'un, la reddition des comptes est là, pas comme une arme, mais comme un moyen de gouvernance pour plus d'efficacité dans la gestion des fonds publics. En tout cas, le peuple est exigeant maintenant sur ces genres de problèmes pour que toutes les autorités qui ont eu à gérer les derniers publics et qu'on les pointe du doigt sur des malversations, que le droit soit dit. Alors, la Haute Cour de justice, instituée par l'article 99 de la Constitution sénégalaise de 2001, la Haute Cour de justice est régie par la loi organique 2002-0 du 22 février 2002, placée sous la présidence du premier président de la Cour suprême. Il est composé de 8 membres, tous juges titulaires élus par l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi ce genre de cour est créé et quelle est véritablement sa mission? Voilà, le fait que les membres de cette cour soient constitués de membres élus par l'Assemblée nationale, certains soupçonnent une cour politique et non pas une cour à vocation judiciaire. Mais moi, je crois que la loi, tant qu'on ne la change pas, la loi, c'est ça que la loi prévoit. Mais il faut que les hommes et les femmes qui sont élus comme membres de cette cour-là aussi sachent qu'ils ont entre leurs mains une lourde responsabilité et qu'ils ne sont pas là au nom d'un parti politique. Ils doivent agir dans l'esprit simplement qu'ils sont mandatés par un peuple. Parce que c'est le peuple sénégalais qui a donné, en tout cas, mandat à l'Assemblée nationale à travers une élection. Une fois que les députés sont à l'Assemblée nationale, quelle que soit la formation politique dans laquelle ces députés sont issus, qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus des députés d'un parti, mais ils sont les députés d'une patrie. Et au nom de ce principe-là, je crois que les députés qui représentent, qui siègent dans cette cour, doivent rendre la justice dans leur intime conviction. Bien qu'ils ne soient pas des professionnels du droit, mais ils sont doués de raison, ils sont doués de bon sens, et ils doivent rendre la justice en âme et conscience qu'ils ne sont pas envoyés en tant que des membres d'un parti, mais des membres d'une patrie, et que cette patrie-là les a envoyés pour rendre la justice en intime conviction, sans parti pris. Je crois que c'est cet état d'esprit qui doit les animer, bien qu'ils ne soient pas tous des professionnels du droit. Alors, cette cour privilégie de juridiction juge le président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement coupables de crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que cette cour pourra jouer un rôle tant que la loi d'amnistie qui a été votée n'est pas abrogée? Oui, je crois que les pouvoirs de cette cour seront limités parce que la loi d'amnistie est venue comme effacer, si on puisse le dire comme ça, beaucoup d'actes qui ont été commis et qui étaient des actes répréhensibles qui pouvaient être punis par la loi. Mais je crois que la loi d'amnistie est venue effacer tout cela. Mais l'abrogation de la loi d'amnistie, moi, là où ça me paraît intéressant, c'est qu'elle va réparer au moins une injustice. Qu'il n'y ait pas deux Sénégalais. Les Sénégalais qui auraient volé ou qui auraient cambriolé soient soumis à la rigueur de la loi et que le Sénégalais qui ait commis de graves crimes financiers ou d'une autre nature, qu'on puisse simplement l'amnistier comme ça. Au moins, en abrogeant la loi d'amnistie, on va réparer ce sentiment d'injustice qui habite beaucoup de Sénégalais, qui pensent qu'il y a deux types de citoyens. Le citoyen qui est au-dessus de la loi et le citoyen qui est toujours soumis à la rigueur de la loi. Mais pour la haute trahison, parce que le président de la République
ne peut être jugé que pour la haute trahison. Et que ce terme-là est flou jusqu'à présent. Au Sénégal, les gens ont une interprétation multiple sur cette haute trahison que le président de la République fait l'objet. Alors, est-ce qu'on ne devait pas normalement éclairer les lanternes avant d'abroger par exemple cette loi d'amnistie et essayer de voir maintenant ce qu'il faut faire avec l'ancien régime, en commençant même par le président de la République? Oui, je crois que la loi, elle est faite, elle est dite par des hommes, mais elle est faite aussi par des hommes. Beaucoup de spécialistes, pas nous autres profanes, mais beaucoup de spécialistes pensent qu'aujourd'hui, cette loi, elle est obsolète et qu'il faille la réformer. Parce qu'aujourd'hui, quel contenu mettre dans haute trahison? Peut-être qu'en la réformant, en l'améliorant cette loi, on va donner peut-être une liste de faits, une liste nominative de faits qui, cités, pourront permettre de savoir tel fait commis par le président de la République peut être considéré comme étant haute trahison. Mais le concept de haute trahison tout court, je crois que comme vous venez de le dire, M. Diouf, il y a beaucoup de flou qui entoure ce terme-là et qu'aujourd'hui, beaucoup de spécialistes du droit pensent que c'est une loi qui est obsolète et qu'il faut vraiment la changer. Pas changer pour changer, mais changer pour l'améliorer, pour rendre en tout cas cette loi plus explicite concernant la notion de haute trahison. Parce que c'est un fourre-tout. Voilà. Alors, le Sénégal est officiellement entré dans l'ère de la tolérance zéro en matière de malversation financière et de pratiques corruptrices depuis le 24 mars 2024, selon le Premier ministre Ousmane Sonko. Alors, ça veut dire que rien ne sera plus comme avant, n'est-ce pas? Oui. Je crois que ces propos du Premier ministre expriment une volonté politique, en tout cas du gouvernement sénégalais dirigé par le Premier ministre, lui-même, M. Ousmane Sonko, de vouloir vraiment lutter et de vouloir éradiquer complètement certaines pratiques corruptives qui avaient commencé à gangréner le cœur même de l'État. C'est ceux qui devaient combattre ces pratiques corruptives qui, dans le passé, étaient responsables, étaient coupables de ces pratiques corruptives. Je crois qu'en disant ces propos, on peut saluer la volonté politique affichée du gouvernement du Sénégal de vouloir combattre ces pratiques corruptives qui gangrènent l'État sénégalais et le fonctionnement de l'État sénégalais et qui existent à tous les niveaux. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, je crois que c'est déjà un pas. Mais il faut s'armer de beaucoup de courage. Il faut s'armer de beaucoup de volonté pour vraiment que ces pratiques corruptives soient définitivement éradiquées. Parce que c'est des pratiques qui ont pris racine, qui ont duré pendant longtemps dans l'administration sénégalaise. Et on en parlait il y a quelques minutes de cela. C'est heureux que hier a été lancé, en tout cas, les assises pour réformer en profondeur cette administration sénégalaise qui est gangrénée par la corruption. Je crois que la volonté politique est affichée. Maintenant, il faut beaucoup de courage et beaucoup de rigueur pour pouvoir éliminer définitivement ces pratiques corruptives-là. Ok. Mais M. Traoré, il y a un dossier sur la table pour ce nouveau régime entre le ministre de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, et son ex-DG. Alors, jusqu'à présent, ce problème n'est pas encore élucidé. Est-ce que ça peut confirmer réellement ce que le Premier ministre vient d'annoncer? Oui. En disant que nous sommes dans l'ère de tolérance zéro. Alors, si nous sommes dans l'ère de tolérance zéro, alors il fallait maintenant complètement élucider ce problème-là pour que les Sénégalais sachent. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas se limiter à des déclarations pieuses, à des vœux pieux. Ces pratiques corruptives sont tellement ancrées dans l'administration, dans les mœurs politiques et administratives, qu'il ne faut pas se contenter de déclarations. Il faut sévir. C'est-à-dire, il faut sévir. C'est-à-dire que l'agent qui est fautif, quelle que soit sa coloration politique, quelle que soit son attache, sa proximité avec l'autorité centrale, il faut vraiment sévir. Parce que
pour qu'on ne soit pas dans une culture d'impunité. Parce que dès qu'on est dans l'impunité, je crois que quelle que soit la volonté de l'État de pouvoir vraiment combattre ces pratiques corruptives, dès qu'on est dans un sentiment d'impunité, je crois qu'on risque d'échouer, comme d'autres avaient la volonté de combattre cela au début de leur prise de pouvoir et qui, quelque temps après, se sont contentés simplement de continuer à conduire les mêmes pratiques. Mais au-delà des déclarations et des vœux pieux, il faut que pour que ces pratiques vraiment soient complètement éradiquées dans nos mœurs politiques et administratives, il faut sévir. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté politique, mais aussi beaucoup de courage politique. Okay. Alors pour ce dossier, les Sénégalais, ce dossier entre le ministre de l'Hydraulique et son ex-DG Cheikh Dieng, jusqu'à présent, les Sénégalais sont sur leur faim. Peut-être un jour viendra où vraiment tout sera élucidé. Voilà, merci. Alors parlons maintenant de la reconfiguration politique. Présentement, la classe politique sénégalaise, ce qu'on ressent, alors ces temps-ci, nous avons peu vu l'opposition au devant de la scène. En tant qu'analyste politique, observateur de ce qui se passe, alors elle est restée bouche bée. Alors, elle est en rang d'observation ou bien elle n'a plus d'arguments? Quelle est votre appréciation? Oui, moi je crois que j'ai deux lectures de cette situation d'une opposition que certains critiquent d'être une opposition molle. Je vais partir des résultats parce que faire de l'analyse politique, c'est pas de la magie. On part des réalités, des faits. Comme vous le dites, vous les journalistes, les faits sont sacrés. Le commentaire est libre, mais il faut partir des faits. Et sur le plan politique, celui qui est classé comme deuxième force politique dans ce pays, à la lumière des élections présidentielles, c'est M. Amadou Ba. D'ailleurs, je vais partir d'une critique faite par ses propres camarades récemment, que j'ai lu dans la presse. Ils disent que Amadou Ba est comme un chat de dibiterie. Il ne se bat pas, il est dans la dibiterie. Chaque fois qu'un morceau de viande tombe, il ramasse. Voilà. Donc pour ce sont ses partisans, ses propres partisans. Voilà. Parce que moi je crois que c'est de bonne guerre, parce que il faut dire que bien qu'il y ait une consigne politique au sein de l'APR, tout le monde n'a pas suivi cette consigne politique. Peut-être que cette critique viendrait de ceux qui n'étaient pas tellement d'accord sur la candidature proposée de Amadou Ba. Mais dans tous les cas, je crois que la situation de l'opposition sénégalaise, il y aura forcément, moi je crois aujourd'hui à l'alternance générationnelle, plus qu'à une alternance politique. C'est-à-dire qu'il y a une classe politique d'une certaine tranche d'âge qui a exercé le pouvoir. Et si vous regardez un peu la tranche d'âge de ceux qui ont conquis, de ceux qui ont gagné les élections présidentielles et législatives passées, ils sont dans la tranche d'âge entre moins de 50 ans. Tout à fait. Alors que ceux qui exercent le pouvoir là ont la moyenne d'âge entre 50 et 60 ans. Donc, ces dernières élections, le peuple sénégalais a affiché une volonté. Et les politiques doivent faire une lecture vraiment de cette volonté politique affichée du peuple sénégalais de procéder à une alternance générationnelle. Parce que les jeunes, quand on est de la même génération, ceux qui sont de la même génération sont plus aptes à analyser, à comprendre les problèmes et à apporter des solutions des gens de leur propre génération. Donc moi, l'analyse que j'ai faite des résultats passés, c'est que le peuple sénégalais a montré une volonté, a affiché une volonté de procéder à une alternance générationnelle. Une classe politique était là, a fait son temps, et le peuple est en train de donner le pouvoir, de distribuer des responsabilités à une classe politique plus jeune pour que les jeunes puissent être à même de comprendre les problèmes des jeunes et d'apporter des solutions parce qu'ils sont de la même génération, ils sont aptes à mieux comprendre les problèmes de leur génération et d'apporter des solutions à ces problèmes de leur propre génération. Donc on commence à voir, ou bien à même noter la disparition progressive des partis traditionnels comme le PS
et le PDS qui ne représentent plus rien, même au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, peut-être pas une disparition. Moi, je parlais un peu du recul des partis traditionnels. Okay. Parce que les partis, quel que soit leur résultat électoral, une opposition ou un parti politique, il participe de l'expression démocratique. Il participe au jeu démocratique. Parce que sans parti politique, je crois que si le parti au pouvoir allait en élection et qu'il n'y ait pas d'autres partis en face de lui, le jeu démocratique, l'équilibre démocratique serait faussé. Donc, les partis traditionnels, on va assister à un recul. Et on assiste même à un recul des partis traditionnels. Si on analyse les résultats de ces partis-là, comme le PS, le PDS, les élections, et même le parti au pouvoir, peut-être qu'il n'est pas un parti traditionnel, mais qui est sorti des flancs. Parce que quand même, l'APR est sorti des flancs du PDS. Voilà. Donc tous ces partis qui, du point de vue de leur origine ou du point de vue de leur configuration, sont des partis quand même traditionnels, entre guillemets. Je crois que le peuple sénégalais a donné un signal fort pour dire qu'aujourd'hui, il faut donner le pouvoir aux jeunes, il faut donner la parole et les moyens aux jeunes pour que les jeunes puissent apporter des solutions aux problèmes des jeunes. Tout à fait. Mais donc, est-ce que ces partis traditionnels, est-ce qu'il n'est pas temps de se réorganiser, à pousser les jeunes, faire des renouvellements et que les mentors laissent au moins la jeunesse pour pouvoir garder cet héritage-là? Oui, ce que vous avez dit, M. Diouf, est tellement pertinent. L'alternance générationnelle qui s'est opérée au sommet de l'État, mais force est de créer cette même alternance générationnelle dans la direction de ces partis politiques-là. Tout à fait. Et ça ne s'est pas encore fait. Si vous regardez sur 10 ans, sur 15 ans, et là, je crois que le président, dans un de ses discours, a parlé de la gouvernance des partis politiques. Aujourd'hui, je crois que dans les textes des partis, les partis doivent aller régulièrement en congrès. Et en allant en congrès, les instances des partis doivent être mises en compétition. Les bureaux doivent être renouvelés. Le personnel qui manage ces partis-là doit être constamment renouvelé. Mais on a l'impression que les partis traditionnels, pendant des années, sont administrés par les mêmes personnes. Et aujourd'hui, je crois que l'alternance qui s'est opérée au sommet de l'État, cette même alternance générationnelle doit s'opérer dans la direction des partis politiques, au risque de voir ces partis-là simplement reculer d'élection en élection. Et si on regarde, leur électorat ne cesse de diminuer d'élection en élection. Donc, ils ont l'obligation aujourd'hui de réfléchir et de prendre cette alerte politique, cette alerte qui est donnée par les électeurs pour dire qu'aujourd'hui, nous voulons des jeunes à la tête de l'État. Et pour arriver au sommet de l'État, il faut passer par la direction des partis d'abord. Parce que c'est les partis qui sont les cadres légaux pour aller à demander les suffrages des Sénégalais et pouvoir être élus. Donc l'alternance est opérée au sommet de l'État. Aujourd'hui, obligatoirement, il faut une alternance générationnelle dans la direction des partis politiques. Tout à fait. Alors, on ne voit Aïssata Tall Sall, à l'Assemblée nationale, qui crie sur l'affaire Farba Ngom. Alors, les gens se demandent où est cette opposition-là. Alors, peut-être des réponses seront données plus tard. Alors, une autre affaire qui a défrayé la chronique et qui reste jusqu'à présent en suspense, si on peut dire ainsi. Alors, Barthélémy Diaz n'a pas pu compter sur le Conseil constitutionnel sénégalais pour tenter de récupérer son siège, son siège de maire de Dakar, de député, d'abord, le député de Dakar, n'est-ce pas? Alors, radié début décembre de l'Assemblée nationale pour une condamnation pour homicide involontaire datant de 1917 qui le rendait inéligible. Alors, l'opposant s'était tourné vers l'instance pour faire invalider la procédure. Mais il a été débouté. Alors, quelle analyse faites-vous sur ça? Oui, je crois que l'affaire
Barthélémy Ngom, l'affaire Barthélémy Diaz, excuse-moi. L'affaire Barthélémy Diaz est une autre affaire qui ne sort pas toujours de la rubrique politique. Mais dans tous les cas, il faudra voir qu'aujourd'hui, l'opposition sénégalaise est en train de se diviser de jour en jour. Parce que cette affaire, beaucoup pensaient que ça allait être même une occasion de mobilisation de l'opposition autour peut-être d'une cause, la cause de Barthélémy Diaz. Mais on a l'impression que Barth a porté le combat seul. Parce que ceux qui étaient censés être derrière lui, il y a une opposition molle, il y a eu une mobilisation en tout cas très faible autour de cette affaire-là, alors que beaucoup pensaient que ça allait être même le déclic pour sonner le réveil de l'opposition. Mais malheureusement, l'opposition est toujours dans ce sommeil-là profond. Mais puisqu'on est passé de l'affaire Barthélémy Diaz à l'affaire Farba Ngom, je crois que peut-être que cette affaire va peut-être susciter beaucoup plus de mobilisation et peut-être que ça va créer le déclic et le réveil, ça va sonner le réveil de l'opposition. Mais pour l'affaire Barthélémy Diaz, véritablement, je crois que l'opposition ne s'est pas beaucoup mobilisée, elle ne s'est pas beaucoup, en tout cas, défendu la cause du député maire de Dakar. Est-ce que ce n'est pas parce que le dossier a perduré et que les gens savent dorénavant que c'est peine perdue? Oui, mais on est toujours dans le terrain politique. Parce que le temps, comme on le dit, le terrain politique, même si on n'a pas une victoire judiciaire, comme je l'ai dit, ça pouvait être un prétexte au moins pour créer l'unité de l'opposition, pour sonner le réveil de l'opposition. Mais tel n'a pas été le cas. Donc, indépendamment d'une victoire judiciaire, cette affaire pouvait être un déclic pour sonner la mobilisation de l'opposition, créer l'unité de l'opposition autour de la personne de Barthélémy Diaz. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Et le silence assourdissant de Bougane Gueye-Dany, on ne l'entend plus, il est retranché dans son coin. Vous en dites quoi? Oui, je crois qu'en politique, il n'y a jamais de hasard. Il faut savoir reculer. Voilà, je crois qu'il est dans une sorte de repli stratégique, donc pour mieux sauter, et qu'il n'a pas renoncé au combat. Mais dans tous les cas, je crois que quel que soit le silence des uns, quel que soit le repli des autres, l'opposition a cette obligation de s'unir ou de périr face au pouvoir. Donc vous croyez qu'on le reverra bientôt? Oui, mais il faut que les batailles solitaires ne pourront pas donner de résultats. Moi, je crois à une opposition unie. Je crois à une opposition organisée qui a un plan d'action, qui a une stratégie de communication bien huilée et non pas les batailles solitaires, parce que les batailles solitaires sont toujours vouées à l'échec. Ouais, ne mènent à rien. Voilà. Tout à fait. Alors, passons à autre chose. Des patriotes en colère contre certaines nouvelles nominations du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, la plus controversée, celle d'Awa Bokar Ly Tall, du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA. Est-ce que certains patriotes savent que, voilà, c'est la question que je vais vous poser, savent que le président Bassirou Diomaye Faye gère une république maintenant et non un parti politique? Oui, je crois que cette réaction de certains patriotes, entre guillemets, me pousse à rappeler au parti pouvoir leur devoir, qu'ils m'excusent avec beaucoup d'humilité. Je crois que, avec excuse du terme, nos partis politiques ne renferment pas du bétail électoral, ils renferment des militants. Et la vocation première d'un parti politique, c'est de créer des écoles de formation. La réaction de ces patriotes-là montre des militants qui ont manqué ou qui manquent encore de formation politique.
Parce qu'ils ont confondu la patrie et le parti. Ils continuent à penser que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est en train de manager un parti alors qu'il est à la tête d'une patrie. Et dans la patrie c'est un peu de tout. Dans la patrie, il n'y a pas que des patriotes. Il n'y a même pas que des politiques. Il y a la société civile, il y a les organisations de base, il y a un peu de tout. Donc vraiment, en dénonçant, et le président de la République, sa signature, c'est une institution. Donc c'est dans les cours des écoles des partis qu'on forme le citoyen à faire la part des choses entre le parti et la patrie, à reconnaître les institutions de la République, à donner sens et signification à la signature de l'institution qu'incarne le président de la République. Donc aujourd'hui, moi, j'interpelle nos partis politiques à ne pas entretenir du bétail électoral, mais à transformer nos partis politiques en des écoles de partis, à former un bon citoyen, à former les militants, à connaître les institutions de la République, le fonctionnement de ces institutions, le respect que méritent ces institutions-là. Parce que sinon, ils vont simplement entretenir des personnes, des jeunes filles et des jeunes femmes dont ils auront besoin pour leur carte électorale, alors qu'en contrepartie, les partis politiques doivent les former à devenir de bons citoyens. Et un bon citoyen ne conteste jamais la signature de l'institution qui est incarnée par le président de la République. S'il est bien formé dans son parti politique, s'il connaît le sens de l'État, s'il connaît les institutions, le respect que méritent les institutions, il ne va jamais contester la signature du président de la République. Donc, j'en lance un appel à travers vos ondes, M. Abdou, si vous le permettez, Je vous le permets. que nos partis politiques reviennent à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est de transformer nos partis politiques en des écoles de partis qui forment des militants, qui forment des citoyens, qui forment des Sénégalais capables d'aimer leur pays, de respecter les institutions de leur pays. Voilà. Et je pense que le message est passé. Alors, je rappelle, les critiques sont alimentées par des accusations concernant les positions antérieures d'Aouwa Bokar Ali Tal, notamment en ce qui concerne ses prises de position sur le discours régionaliste de Sonko, qu'elle aurait jugé inapproprié. Oui. Alors, je rappelle à mes chers auditeurs que nous recevons M. Ibrahima Traoré, qui est diplômé en administration et gestion du CESAC. Voilà, donc, et je rappelle également que M. Traoré était mon formateur au CECI. Sans transition, M. Traoré, alors l'ethnicité s'invite au débat politique, n'est-ce pas? Alors, la guerre des identités par la politisation de l'ethnicité en contexte africain a suffisamment fait d'effet dans beaucoup de pays africains confrontés aujourd'hui à des crise identitaire structurelle. Alors, quel est l'impact des débats ethnicistes dans la genèse, la maturation et l'éclosion des conflits identitaires? Oui, au niveau africain, je crois que l'Afrique a suffisamment souffert et continue de souffrir encore dans beaucoup de nos pays du discours ethniciste et même des conséquences de ce discours ethniciste sur la cohésion nationale. Je ne dirais pas que le Sénégal est à l'abri, parce qu'un problème, il ne surgit jamais ex nihilo nihili. Un problème, il a toujours un début. C'est comme une personne, il naît, il grandit et il commence à avoir véritablement gagné du terrain. Mais pour ce qui est de l'exemple spécifique du Sénégal, je crois que le Sénégal, jusque-là, a été plus ou moins à l'abri de cette violence qui a un soubassement ethnique, bien que aujourd'hui la cohabitation sur le plan ethnique et sur le plan culturel, sur le plan des religions, jusqu'à présent nos dirigeants, nos leaders politiques et surtout nos leaders religieux par leur discours, par leur enseignement, ils ont réussi à véritablement cimenter les relations entre les différentes ethnies.
Mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers, parce que le mal est à nos portes. Comme vous l'avez dit, au niveau africain, beaucoup de pays aujourd'hui ont vu la nation vraiment imploser à cause de ce discours ethniciste. Pour ce qui est de l'exemple du Sénégal, je crois que il y a un trésor culturel, je vais l'appeler comme ça, M. Diouf, c'est le cousinage ethnique. Moi, je veux que nos autorités aillent plus loin dans l'institutionnalisation du cousinage ethnique, c'est-à-dire créer une journée du cousinage ethnique, institutionnaliser, en tout cas formaliser le cousinage ethnique pour que véritablement qu'on puisse profiter de ce trésor culturel-là pour mieux cimenter les relations entre les différentes ethnies du Sénégal. Mais ça, c'est une solution. L'autre solution aussi, il faut éviter les injustices. Les injustices. Parce que quand les injustices, surtout entre les majorités ethniques et les minorités ethniques, parce que généralement dans beaucoup de pays, c'est les minorités qui se sentent frustrées, qui se sentent abandonnées, qui se sentent non intégrées dans les politiques nationales. Et ça va poser même la problématique de l'intégration des langues nationales. Voilà. Donc il faut que véritablement qu'il y ait une véritable politique d'intégration des minorités. Comme ça, ainsi les minorités ne vont pas se sentir frustrées, ne vont pas se sentir abandonnées, parce que le mal souvent vient de là. Quand une minorité ethnique se sent dans un pays véritablement frustrée, quand il y a beaucoup d'injustices qui s'accumulent, donc je crois qu'un bon jour, tout peut partir de cela et véritablement créer une situation de violence, une situation d'instabilité au niveau national. Et je crois que gouverner, c'est prévoir. Donc nos autorités actuelles doivent véritablement partir des forces, la force principale, le cousinage ethnique, mais aussi faire de telle sorte que chaque citoyen sénégalais, quelle que soit l'ethnie à laquelle il appartient, que les minorités ethniques ne soient pas frustrées, qu'elles ne soient pas, qu'il n'y ait pas un cumul d'injustice. Et finalement, chacun va se sentir véritablement traité de manière digne et égale. Et ça peut nous empêcher de verser dans l'instabilité et la violence qui a un soubassement ethnique. Tout à fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la langue. La langue anglaise est intégrée dans le système éducatif maintenant. Alors, tout le monde se pose la question, quel est l'intérêt de commencer par la langue anglaise? Est-ce qu'il ne fallait pas surtout essayer d'introduire progressivement les langues nationales avant de toucher à l'anglais? Oui, je crois que l'anglais est introduite depuis quelques jours en phase test. Je crois que le ministère de l'Éducation, qui est maître d'œuvre de cela, a communiqué. Pour le moment, je crois que c'est quelques écoles qui sont choisies dans chaque IF dans une phase pilote, une phase test. Mais votre question est de savoir pourquoi l'anglais, pourquoi pas nos langues nationales. Nos langues nationales, tout à fait. Moi, je crois que j'envisage la question, je pose la question sous un autre angle. C'est-à-dire que parallèlement à l'enseignement des langues internationales, moi je crois qu'aujourd'hui il faut accélérer et véritablement renforcer l'enseignement des langues nationales. Et à la base, dès l'élémentaire et la maternelle. Parce que l'un n'exclut pas l'autre. Donc parallèlement à l'enseignement des langues internationales, je crois qu'il faut véritablement renforcer l'enseignement des langues nationales à la base, parce que, comme le disent beaucoup d'analyses et beaucoup de critiques, aucun pays du monde ne s'est développé en dehors de sa langue nationale. L'exemple de la Chine est là. Voilà. Tous les pays qui se sont développés sont partis de leur propre langue avant de s'ouvrir. Comme on va peut-être reprendre la théorie senghorienne de l'enracinement. Il faut s'enraciner dans nos langues locales d'abord, avant de s'ouvrir aux autres langues internationales. Et ça, c'est important. Voilà. Alors, M. Traoré, on touche le dernier point, si vous me le permettez. Alors, bientôt une année au pouvoir, parce que le nouveau régime avait pris le pouvoir mars 2024, février 2024. Oui. Alors, donc, jusqu'à présent, le coût de la vie reste toujours élevé pour les Sénégalais.
quelle appréciation faites-vous sur le plan social du travail de ce nouveau gouvernement-là, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko? Voilà, moi je crois que, comme vous venez de le dire, voilà bientôt 1 an que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a pris le pouvoir par la volonté du peuple sénégalais. Je crois que la volonté politique d'améliorer les conditions de vie des Sénégalais est affichée chaque jour par des discours. Mais il faut avouer peut-être qu'au-delà des discours, je crois qu'il faut des actes concrets. Vous avez parlé de cherté de la vie, le coût de la vie, les denrées à grande consommation. On n'a pas senti beaucoup d'effets sur les prix. Mais moi, je crois que la lecture que moi j'ai de cette réalité, c'est que il y a un homme politique, il y a 2 moments. Il y a le moment de la conquête du pouvoir et la réalité de l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, le gouvernement actuel est confronté à la dure réalité de l'exercice du pouvoir. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, même les puissances mondiales, les États-Unis, la Chine, tout le monde est confronté aujourd'hui à une crise économique mondiale. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est cette lecture qui me permet, moi, de comprendre la volonté du pouvoir judiciaire de mieux contrôler nos deniers publics. Parce que pour moi, si les deniers publics sont bien gérés, ça permet d'avoir un impact sur les prix. Mais imaginez que, je prends un exemple très simple, la subvention. Supposons que l'État veuille subventionner les prix des denrées de grande consommation. Mais si les maigres moyens de l'État ne sont pas bien gérés, si ces maigres moyens ne sont pas, les deniers publics ne sont pas bien gérés, l'État n'aura pas suffisamment de ressources pour pouvoir subventionner les denrées de première nécessité et avoir un impact, une baisse réelle de ces prix-là. Donc, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Pour moi, un État qui est capable de créer un impact positif sur la vie chère, c'est un État qui est en mesure de mieux gérer et de mieux exercer la reddition des comptes. C'est pourquoi moi, la reddition des comptes a un même impact économique. Pour moi, ce n'est pas une arme politique, mais pour moi, c'est une arme de bonne gouvernance et de bonne gestion. Parce que quand les comptes publics sont bien gérés, ça va forcément avoir un impact sur le coût de la vie. Et si c'est mal géré, l'effet contraire va se reproduire. Donc la reddition des comptes, que le citoyen lambda n'ait pas une perception de ça comme une arme politique, que le politique ne l'utilise pas comme une arme politique, mais c'est une arme de bonne gouvernance et de bonne gestion des deniers publics. Et forcément, quand c'est appliqué sur une longue durée, ça aura forcément un impact sur le coût de la vie et un impact positif. Ça va entraîner la baisse des prix des denrées de grande consommation. Donc, vivement pour la reddition des comptes comme une arme de bonne gestion et de bonne gouvernance, et non pas comme une arme politique. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'effet contraire. Alors, on a entendu le Premier ministre dire que les deniers publics ont été dilapidés, ont été pillés. Alors, ils n'ont rien trouvé sur les comptes. Alors, est-ce que ça, c'est c'est pas encore vérifié parce que on peut parler de supputation simplement, mais est-ce que réellement tout l'argent de l'État a été payé dans la mesure où jusqu'à présent on n'a jamais entendu des fonctionnaires qui n'ont pas perçu leur salaire à la fin du mois depuis que le nouveau régime est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Oui, je crois qu'on ne peut pas l'analyser comme ça parce que l'État a toujours des réserves, l'État peut s'endetter.
Donc, je crois que quand le pouvoir actuel dit qu'il y a une mauvaise gestion, on ne peut que leur prêter, en tout cas, avoir bonne foi. Et que l'argent a été pillé. Voilà, que l'argent public a été pillé. Maintenant, je crois que celui qui doit apporter les preuves de ça, c'est la justice financière. Cette machine s'est mise en marche. Mais il faudra simplement considérer que c'est la raison pour laquelle on les a élus. Parce que c'est peut-être que c'est sur la base de cette gestion que le peuple a jugé pas trop saine qu'il y a une alternance politique. Parce qu'en moins de 2 ans, on leur a donné la majorité électorale 2 fois. Le gouvernement actuel. Pour des élections présidentielles et pour des élections législatives. Donc, je crois que le peuple est très conscient de cette situation-là. Et c'est au nom de cette situation de mauvaise gestion que le peuple a dû, en tout cas, confier le suffrage à un nouveau gouvernement. Maintenant, gouverner, c'est redoubler de stratégie, gouverner, c'est redoubler de moyens. Mais dans tous les cas, moi, je crois que le peu de moyens, quels que soient les moyens qui sont là, si c'est bien géré, on peut espérer de lendemain meilleur. Donc, c'est pourquoi je reviens à mes propos de départ. La reddition des comptes doit être une arme de bonne gestion et de bonne gouvernance. Et il faut l'envisager comme ça, il faut la considérer comme ça, et non pas considérer ça comme étant simplement une arme politique contre des adversaires politiques. Et l'accord on a arrêté les accords de pêche avec l'Union européenne. Alors, ça commence à faire ses fruits parce que les pêcheurs au niveau de la zone de Kayar ont déjà commencé à applaudir que ça fait longtemps qu'ils n'avaient plus vu des poissons. Alors maintenant, il y a des espèces maintenant qui disparaissaient, qu'on n'avait plus vues depuis presque plus de 20 ans, et commencent à revenir ces espèces-là. Alors, donc on peut dire que le mal profond que vivaient nos pêcheurs, c'était les accords de l'Union européenne, ou bien les bateaux étrangers qu'on laissait exploiter nos ressources halieutiques. Oui, moi je crois que il faut applaudir à la fin de ces accords-là qui ne servaient pratiquement que l'Union européenne. Parce que quelle que soit la quantité de contrepartie financière qu'on versait à nos États, les États n'ont pas d'intérêt, les États n'ont pas d'amis, ils ne gèrent que des intérêts. Si on pesait le pour et le contre, je crois que le Sénégal perdait. Il perdait des emplois, il perdait des ressources, parce qu'on perdait beaucoup plus de ressources halieutiques. Mais même le mal est dans la mer, parce que beaucoup de nos jeunes qui prenaient la pirogue, si on regarde un peu la configuration, le profil professionnel de ces jeunes, la plupart, c'est l'agriculture, la pêche et l'élevage qui retenaient nos jeunes. Finalement, on perd sur tous les plans. C'est heureux que les accords de pêche ont fini et que le gouvernement actuel ait vraiment la conscience, vraiment la bonne idée, le bon réflexe de pouvoir ne pas reconduire ces accords qui ont été des accords de la mort, si on puisse l'exprimer ainsi. Parce que beaucoup de jeunes entraient dans les pirogues de la mort et mouraient dans l'océan parce que l'activité qui leur permettait de rester, l'agriculture, la pêche, le secteur tertiaire, ces activités depuis des années ont été véritablement des activités qui ne marchaient plus. Et finalement, le seul espoir qu'il avait, c'était d'embarquer dans des pirogues de la mort et d'aller mourir dans l'océan Atlantique. C'est heureux que ces accords ont pris fin, mais disons plus jamais ça. Parce qu'on ne peut pas avoir nos ressources sur lesquelles on espère, des ressources halieutiques, mais des ressources minières, mais des sources de création d'emplois. On a des populations essentiellement rurales, des populations qui vivent de pêche, d'agriculture et d'élevage. Donc, ça peut être même une solution, une alternative contre l'immigration clandestine. Créer des emplois et retenir les jeunes sur place pour qu'ils puissent vraiment gagner dignement leur vie et ne pas aller mourir dans l'océan. Merci.
Alors, si je vous ai posé cette question, c'est parce que tout simplement, les pêcheurs commencent à applaudir parce que les denrées rares qu'on ne voyait plus en milieu aquatique commencent à faire ressurgir. Alors, Monsieur Traoré, votre dernier mot, parce que l'émission est quasiment terminée. Voilà, les pêcheurs commencent à applaudir, mais mes cousins les Ndiayen aussi commencent à applaudir parce que le Thiéboudjen qui est érigé en patrimoine de l'UNESCO était en danger parce qu'il n'y avait plus de poissons. Qui dit Thiéboudjen en langue populaire sénégalaise wolof, c'est du riz au poisson. Sans poisson, il n'y a pas de riz au poisson. Donc les pêcheurs commencent à applaudir, les accords de l'Union européenne ont pris fin. Et on a commencé à voir nos ressources halieutiques se régénérer petit à petit. Je crois que le gouvernement actuel, l'État actuel dirigé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ont eu en tout cas l'ingénieuse idée de ne pas reconduire ces accords de pêche qui ont fait perdre beaucoup de ressources, qui ont fait perdre beaucoup d'emplois parce que l'activité principale de nos populations rurales, c'est la pêche et l'agriculture. Donc je crois que c'est heureux que ces accords n'ont pas été reconduits. Donc il faut bien gérer nos ressources parce que nous tirons beaucoup de nos activités viennent de ces activités-là. Nous avons des populations rurales qui font de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche. C'est heureux véritablement que leurs ressources soient préservées, c'est-à-dire les ressources halieutiques. En tout cas, j'ai été heureux d'être invité dans cette émission Océan Politique pour une deuxième fois. Merci. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. C'est à la fois un honneur et un bonheur pour moi de partager avec vous. Je ne me rassasie jamais d'échanger avec vous, M. Abdou Diouf, pour l'émission Océan Politique. C'est un océan, on ne peut pas l'épuiser. J'espère revenir une prochaine fois pour qu'on puisse débattre de l'actualité politique nationale surtout. Merci, professeur. C'est votre maison. Alors, revenez quand vous voulez. C'est un grand plaisir à chaque fois de vous recevoir sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM. En tout cas, le nouveau gouvernement pose des actes et c'est des actes salutaires. Il faut continuer sur cette lancée pour que le Sénégal puisse redorer son blason. Merci. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions M. Ibrahima Traoré. M. Ibrahima Traoré est diplômé du CESAC en administration et gestion. Il est également formateur au CECI. J'ai même passé... voilà, il était mon formateur. Merci M. Traoré d'être venu. Merci à nos chers auditeurs. Merci également au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, au rédacteur en chef, Moussa Niang. Merci au technicien Abdou Fall. Merci également au technicien Ibrahim Diop également qui a assuré le montage de cette émission. À la présentation, Abdou Diouf. À dimanche prochain pour un autre numéro. Merci, professeur. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je pense que je suis sur la bonne voie. Oui, vraiment. Merci. En tout cas, voilà. vraiment.